Et pour ce troisième sujet, partons à la découverte d'un monde où tradition et savoir-faire s'entremêlent. Vous le voyez, on est devant les compagnons du devoir, on leur rend visite pour leur porte ouverte. Vous allez voir, chaque geste nous raconte une histoire et un métier. Je suis avec Joseph, bonjour. Bonjour. Quel est ton statut ici au sein des compagnons du devoir? Moi je suis le prévôt de la maison, donc je suis le gestionnaire du site quoi. Comment t'es arrivé gestionnaire du site? Moi en fait, moi-même j'ai fait mon tour de France avec les compagnons du devoir en tant que menuisier et je suis arrivé au bout de mon tour de France, on m'a proposé de prendre ce poste de prévôt, donc de gestionnaire du site, c'est-à-dire que c'est moi qui gère, qui fait en sorte que les jeunes puissent venir trouver une embauche, avoir une chambre, avoir de quoi manger le soir quand ils rentrent, etc. Et voilà, moi ça m'a toujours intéressé cette partie aussi gestion, et puis on a tendance à dire qu'après son Tour de France, il faut un petit peu redonner de sa personne pour transmettre tout ce qu'on a pu apprendre, et pour moi ça rentre parfaitement dans ce cadre. Avant d'aborder la question du Tour de France, en fait les compagnons du devoir c'est quoi exactement? Les compagnons du devoir et du Tour de France, c'est un parcours un petit peu atypique. Donc, dans un premier temps, on propose une formation initiale dans différents métiers. Donc, on a tout cet aspect CFA. Et puis, par-dessus ça, nous on propose le Tour de France aux jeunes. Donc, c'est une manière d'apprendre son métier en voyageant. Donc, 1 à 2 fois par an, les jeunes vont changer de ville pendant 5 ou 6 ans. Et ils vont pouvoir travailler dans des entreprises qui ont diverses spécialités du métier. Et puis surtout, ils vont pouvoir rencontrer d'autres jeunes qui vivent la même chose qu'eux, découvrir de nouvelles villes et se faire vraiment une expérience humaine et professionnelle. Donc ici au Mans, on a quelles pratiques qui sont représentées? Quels métiers? Ici, on a une quinzaine de métiers, donc je vais peut-être pas tous vous les énumérer, mais donc on a principalement charpentier et maroquinier, c'est les 2 métiers qui sont le plus représentés. Après, on a des maçons, des tailleurs de pierre, des menuisiers, des serruriers, des carrossiers, des électrotechniciens. Et sur la parité, parce que dans les métiers de l'artisanat, on va dire que c'est généralement pas trop paritaire, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de jeunes femmes. C'est une nouveauté, c'est une évolution avec le temps? Oui, en fait, depuis quelques années, vraiment, on a tendance à... Enfin, c'est pas une volonté, mais de toute façon, ça se fait assez naturellement, et nous, on est pour aller dans ce sens-là. On est sur une féminisation de nos effectifs. Il y a quelques années, on était à peine à 10%, et puis là, on se retrouve cette année sur le Mans à 25% d'effectifs féminins. Vous me disiez juste avant qu'il y avait, quand on faisait notre petit tour, qu'il y avait 4, on va dire, grosses thématiques dans l'artisanat ici, c'est ça? C'est ça. Donc on a 4 grandes branches de formation. Le bâtiment, c'est ce pour qu'on est le plus connu, donc tailleur de pierre, menuisier, charpentier, etc. On a une deuxième branche dans laquelle on est quand même très présent, même si on est moins connu, c'est l'industrie, les métiers de l'industrie, donc les carrossiers, les électrotechniciens, les chaudronniers également, les fondeurs, ce genre de choses. On va aussi avoir la branche des matériaux souples, donc tout ce qui est métier du cuir et du tissu qu'on voit juste derrière nous, donc maroquinier, tapissier, sellier, ce genre de choses. Et on a la 4e branche qui est les métiers du goût. Donc on a 5 métiers: boulanger, pâtissier, charcutier, fromager et vigneron. Vous avez bien répété. Disons que dans une période de JPO, forcément j'ai un petit peu répété mon speech, mais de toute façon c'est aussi l'une de mes missions, c'est de présenter les compagnons dans les écoles et ce genre de choses. Donc je connais mon discours. Justement, on va aller voir Laurine, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans la maroquinerie justement? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors pourquoi la maroquinerie? Parce qu'en fait, c'est un métier où c'est plutôt pratique de travailler avec le cuir. C'est une matière qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Et il y a plusieurs... en fait, on peut faire du cuir avec plein de choses. Au final, on se rend compte qu'il y a plusieurs techniques différentes aussi dans la maroquinerie. Dis-moi tout, explique-moi. Du coup, en fait, on peut faire du cuir de poisson ou avec des oiseaux aussi, ou même avec des matières comme vegan. On a des cuirs de pommes. Et après, on peut, on a de la maroquinerie, donc on fait des sacs, on peut faire aussi des portefeuilles. Mais aussi, on fait d'autres choses comme de la gainerie, donc avoir un fût en bois et recouvrir de cuir par-dessus. Ou de la marqueterie, comme on peut voir en fait, on va joindre des pièces de cuir côte à côte et les coller.
Il y a aussi du coup de la couverture de fauteuil, ça se fait beaucoup? Oui, du coup, ça c'est cellier. Ça va être du coup du fauteuil. Ça peut être aussi c'est souvent dans la voiture, refaire l'intérieur de la voiture. D'accord. Et sinon, il y a tapissier où ça va être vraiment qu'avec du tissu. Ils vont faire des sièges d'intérieur et ils vont refaire aussi comment ça s'appelle, des rideaux. Des rideaux avec du cuir? Non, du coup, rien à voir. Là, on est plus du tout dans le cuir. Là. Tout en cuir. Okay. Mais ça fait partie des métiers des matériaux souples qu'on a chez nous. Très bien. Bah, merci beaucoup Laurine pour votre partage et pour votre temps. Et puis nous, on va continuer notre tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, on est à l'étage, Joseph. Tout à fait, donc on est dans la salle de cours des charpentiers. On a ébénistes, menuisiers, charpentiers qui présentent l'aspect technologie métier de leur métier. Donc on en a parlé juste avant de la chronologie, on va dire du cycle d'un compagnon, en tout cas comment on devient compagnon. Justement, il y a différents grades, différents statuts par rapport au temps. Oui, alors c'est ça en fait, quand un jeune rentre chez nous, il rentre en apprentissage et s'il se rend compte qu'il a envie de faire le Tour de France et de continuer à apprendre son métier, il peut faire un petit travail qui prouve qu'il est motivé. Et à partir de là, il devient donc aspirant et commence son Tour de France. Et après 3 ou 4 ans de Tour de France, le jeune peut devenir compagnon, donc il postule à la réception et il présente donc un travail beaucoup plus complexe qui prouve que ces dernières années il a su acquérir l'essentiel de son métier et qu'il peut faire une pièce complexe qui demande des centaines d'heures de travail pour présenter aux compagnons. Parce que du coup c'est bien ça, quand on rentre chez les compagnons, on n'est pas directement compagnon. Non, c'est ça, on commence du coup apprenti, on devient aspirant. Voilà, puis compagnon, et une fois compagnon, on n'a pas tout de suite fini le Tour de France. Généralement, on doit transmettre tout ce qu'on a appris, donc on peut devenir, par exemple, prévôt, comme moi, ou formateur métier pour les plus jeunes. Et la différence entre les deux ? La différence, c'est que moi, vraiment, je suis sur de la gestion du site. Je ne mets pas mes mains directement dans les cours des jeunes et ce qu'ils vont apprendre, alors que là, le formateur, lui, va beaucoup plus intervenir. C'est lui qui va leur apprendre les bases du métier. Très bien, merci. Et là justement, on est avec Sana. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes quoi, apprentie, aspirante? Alors moi j'aspire à devenir compagnon du coup. Je suis sur le Tour de France. Dans la charpente? En charpente, oui. Donc moi je pensais pas que la charpente c'était aussi détaillé, qu'il y avait des plans de fou. Pourquoi on a besoin que ce soit autant détaillé? En fait là, comme vous pouvez voir, il y a des planches de traits. Donc c'est les dessins qu'on fait en apprentissage. Donc là c'est un dessin, c'est les bases de la charpente qu'on voit. Ça, c'est le dessin de fin de lapinage. Donc lapinage, c'est pour nous, c'est être lapin, c'est être apprenti. Chez un terme, chez les compagnons, on appelle être lapin. Donc voilà, ça c'est en CAP en 2 ans en général, après la 3e. Et donc on voit des dessins, parce qu'on passe d'abord par le dessin, pour après passer en BP. Donc ça c'est le brevet professionnel, on peut passer sur ordinateur. Mais à la base, on voit le dessin. Très bien. J'ai une question qui me vient, une petite dernière. Le théorème de Pythagore, il y en a besoin ou pas? Oui. Il y a beaucoup besoin de théorème de Pythagore parce qu'on travaille qu'avec des triangles. D'accord. Donc Pythagore ou Thalès. Ok. Donc les deux servent finalement, ça sert pas à rien. Oui, non, vraiment c'est hyper utile. Et la trigonométrie aussi, on utilise vraiment beaucoup de trigonométrie parce qu'on a beaucoup de degrés, d'angles, etc. avec les pentes des versants, etc. Très bien. Merci beaucoup Sana pour votre temps. Et puis nous, on va continuer notre tour. C'est parti. Et maintenant, Joseph, on est sur la place du bicentenaire, là où il y a des démonstrations. Oui, c'est ça. Donc là, on a plusieurs métiers qui nous présentent de l'aspect vraiment pratique du métier. Et les gens, les visiteurs vont pouvoir tester, s'ils le souhaitent, les métiers. Ah, donc on peut tester aussi? Voilà, vous pouvez aller vous rapprocher d'un stand ou de l'autre et tester, vraiment, prendre les outils en main et voir ce que vous donnez dans le métier, se rendre compte un petit peu, quoi. Ok, bah nous on va peut-être pas tester, en tout cas on va se rapprocher du stand menuiserie, donc c'est quand même ton domaine, en plus on a de la chance. Oui, tout à fait. Et on rencontre Maëlle qui est apprentie, bonjour. Bonjour Lilian. Donc parle-nous j'allais dire de ton art, parce que moi je trouve que c'est de l'art finalement tout ça, mais de ton métier. Alors je suis en menuiserie déjà. On va être amené en menuiserie à travailler à la fois le bois et à la fois des matériaux dérivés. Donc là on a du médium sous les yeux. On va être amené à faire à la fois de la menuiserie extérieure et de la menuiserie intérieure. Menuiserie extérieure, ça va être du coup fenêtres, portes et volets. Menuiserie d'intérieur, ça va être tout ce qui est agencement de placards, parquet, escalier, rampe d'escalier, tout ce qui va finalement habiller la maison.
on a des menuisiers fabricants et des menuisiers poseurs. Donc fabricants, c'est ceux qui vont faire le mobilier, et les poseurs, c'est ceux qui vont aller sur place pour pouvoir poser l'ouvrage. Ok. Et donc du coup je vois que tu as différents outils à disposition. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler d'un outil en particulier qui est hyper utile en tant que menuisier? Un outil qui est hyper utile en menuiserie, la scie. Ouais. Elle va nous servir à couper. Après là, c'est beaucoup d'outils manuels. En entreprise, on va être plus apte à utiliser des machines. On va moins utiliser les outils à main. Okay. En entreprise, je vais plus utiliser la scie par exemple. Okay. La grosse scie à format. La scie à format, nous on fait principalement de l'agencement dans ma boîte. Okay. Donc je vais faire tout ce qui est placard. Là je suis sur un chantier toute seule d'un aménagement de placard dans une salle de pause. Très bien, merci beaucoup Maëlle et bon courage pour cette fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et histoire de voir une pratique de plus, maintenant j'ai rejoint Arthur, bonjour. Bonjour. Donc toi tu es dans la taille de pierre. Oui c'est ça. Je suis apprenti en taille de pierre aux compagnies de devoir en tant qu'externe à l'heure actuelle, voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir pour être tailleur de pierre? Est-ce qu'il y a un tips particulier? Alors globalement ça vient au cours de la formation. On va avoir beaucoup de dessins. Ça va être aussi se représenter dans l'espace ce qu'on va avoir à tailler. Puis ça va se diversifier par un tas de choses. Dans la taille de pierre, ça sert plutôt, on va dire, pour construire des gros bâtiments, ou on est plutôt sur des pièces très précises pour des demandes? Alors ça va dépendre du domaine où on souhaite travailler. Par exemple la marqueterie de luxe qui va plus être basée sur tout ce qui est marbre, table et autres. Après nous globalement dans ce qu'on est ici ça va être de la rénovation de bâtiments. Donc tout ce qui est église, château ou autre. Et après il y a tout ce qui est funéraire ou un tas d'autres domaines riches et variés. D'accord, dernière question, toi en ce moment t'es sur une mission particulière ou tu fais un peu de différentes choses? Aujourd'hui? Non, je veux dire dans ton quotidien. Dans mon quotidien, moi étant donné que je suis externe, je suis à l'entreprise, après il faut suivre une progression par rapport à la formation. Ils demandent des choses à faire et voilà. Et après à l'entreprise, on a différents projets et je suis sur les chantiers et voilà. Ok, merci beaucoup Arthur. On rejoint Joseph pour conclure finalement. Merci pour ce tour, merci pour la visite. Mais avec grand plaisir. Et puis voilà, si ça vous a plu, sachez que le 22 mars prochain, on fait de nouveau des portes ouvertes pour le public. Génial, j'espère que c'est noté. Moi Joseph, je te laisse. Nous on part à Montbiseau pour Montbiseau en jeu. T'y crois? J'y crois. Justement, on y va, c'est parti. Au revoir.